Oui, je disais, très, très intéressant. Mais d'abord, le sang est toxique, donc c'est sûr qu'il faut y aller, Bien sûr. le faire, ça c'est certain. Les grosses membranes comme ça, ils vont avoir un bénéfice, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'autre problème, c'est que de toute façon, malgré tout, c'est quand même une réparation, la membrane. Et cette réparation, à partir du moment où tu enlèves et que tu ne fais pas les ventricules pour rétablir quelque chose, une pression circulatoire, tu vas avoir un résultat qui va tenir un certain temps, mais pas si longtemps que ça. Moi, j'ai opéré pendant 2 ans à Cherest avec le bloc à côté, c'était Olivier Lepoix, que certains Oui, bien sûr. ici. Olivier s'est fait aussi un maître d'enlever toutes les membranes comme ça, hein, il fait ça magnifiquement bien. Mais je lui ai posé la question après, les résultats sur le longtemps. Alors les résultats immédiats sont parfois étonnants sur les petites membranes, il a 8, 9 dixièmes ou plus, mais 6 mois, 1 an et demi après, si c'est très proche de là, soit ça récidive, soit les résultats ne sont pas bons, parce qu'en fait, le réseau circulatoire est toujours mauvais. Là, à la fin, je ne me sentais pas d'aller dénaturer. Non, non, mais juste ce qu'a présenté Mounir. Mounir a dit une chose très très importante aussi, quand il fait un lavage sur une petite chose comme ça, la déclivité elle est dans le bon sens, parce que le flux sanguin corrénien qui repart, Didier vous l'a montré avec les artères distales qui distribuent ça, il est principalement temporal. Vous avez 65 à 70% du drainage et du flot qui est centrifuge en temporal. Donc si vous mettez en décubitus temporal, vous favorisez l'évacuation. Donc c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. Ok, on fait la discussion de tous les cas sur les hématomes sous-rétiniens. Quelqu'un peut donner le micro, éventuellement Alice, tu peux le donner à Comme vous l'avez très bien dit, c'est le sang qui est toxique, c'est la ferritine. Depuis 3 ans maintenant, j'ai augmenté mon taux de succès fonctionnel, pas anatomique, par la mise en place de gaz sous-rétinien. Donc, en fait, j'ai vu dans vos procédures ce que je faisais avant, et un Italien m'a montré, que j'ai vu sur vidéo, en fait, je fais ma procédure comme vous le faites, le DSR, toujours en inférieur, avec une canule d'or 41 gauche, pour faire le décollement séroro-rétinien. Et je lave au maximum ce que je peux faire sans faire une rétinotomie trop importante. Je retrouve la petite pertuis de rétinotomie et avec ma canule 41 gauche, sous la rétine, je réinjecte en fait des bulles de gaz qui font un frais de grenouille. C'est vraiment très joli à voir. Et vous avez de multiples petites bulles qui se forment. Ça permet 2 choses. Ça permet le drainage inférieur du sang, puisque vous laissez votre malade en position assise, et le sang qui est sous la rétine va chasser, en fait, l'air qui est sous la rétine va chasser le sang en inférieur ou en temporal, comme on vient de le dire. Et très franchement, alors je n'ai pas d'études précises, je ne suis pas un scientifique, mais j'ai des résultats fonctionnels surprenamment meilleurs qu'il y a 3 ans. Donc c'est de rajouter à votre procédure, ça prend 30 secondes, de l'air sous-rétinien avant d'injecter votre RTPA. Donc dans l'ordre, c'est le décollement séroro-rétinien avec du BSS, l'air sous-rétinien, l'actilyse sous-rétinien, et après votre échange que vous ne faites pas à 100% pour garder le... L'intérêt de l'actilyse, Je continue à le faire, mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, l'air sous-rétinien, ça m'a paru être peut-être un élément dont on n'a pas parlé qui peut être... En fait, on sait qu'analyse des hématies sur 72 heures, ton fer ferreux se transforme en fer ferrique, et c'est là que tu bousilles tes neurorécepteurs. Donc d'abord, il y a une urgence à opérer ces gens-là. Et deuxièmement, ton idée d'IR, elle est excellente sur le plan intellectuel, parce qu'à ce moment-là, tu sépares le neuroépithélium du sang, le temps qui glisse, et donc c'est pour ça que tout le sang au-dessus, il faut l'enlever tout de suite. Exactement. Et ça permet d'éviter ton sang au-dessus aussi. Mais comment faire pour pas qu'il y ait une grosse bulle de gaz? Parce que moi, je l'ai fait ça. Mais tu Une fais fois, j'ai eu très léger, il faut le faire à la seringue, en fait, il ne faut pas le faire à la pompe, avec une petite seringue de 1 cc, en fait, avec ta canule 41 gauche, en fait, je fais un deuxième robinet 3 voies, d'accord, et mon assistante a une petite seringue d'1 cc, d'accord, et au lieu du BSS que tu injectes, en fait, tu injectes de l'air sous-rétinien. Tu vas très doucement parce qu'il y a un temps de latence, il faut bien purger, bien entendu, ta canule 41 gauche pour qu'elle soit pleine d'air au maximum. Il y a souvent un petit délai, il faut vraiment remplir ta seringue de 1 cc d'air, hein, et tu vois d'un coup arriver, c'est magnifique, c'est dommage, je n'ai pas les films là, tu vois de l'air qui arrive un tout petit peu, ça fait un frais de grenouille, tu laisses ton frais de grenouille se faire, et ça, vraiment ça draine vers le bas, et ton patient en plus il est en position, on parlait des positions, est-ce qu'il faut le mettre en ventrale, en latéral, etc. Tu le mets en position assise, c'est souvent des vieux qui ont 85 ans, qui sont peu positionnables, et en position assise ils sont beaucoup plus
la rétine et de sang qui part vers le bas. Alors l'idée du frais de grenouille, c'est absolument génial. D'un point de vue physique, vous recréez l'équivalence capillaire. Ça, je ne savais pas. Vous avez un mécanisme très particulier avec une microsphère, si vous voulez. Vous avez un flux qui va passer autour des bulles et vous allez recréer un réseau capillaire. Donc c'est absolument génial. Mais il faut vraiment obtenir le frais. Il faut injecter tout doucement, Ah, c'est génial. microbulle. C'est génial. Et plus la ligature des vortiqueuses, et à mon avis, on est parfait. Bien. Oui. Une question technique, s'il te plaît, Jean-Paul, concernant le lavage. C'est-à-dire, on injecte le BSS sous la rétine et après, comment il va sortir normalement, c'est vraiment de la Alors, oui, en fait, comme là, il n'y avait pas beaucoup de temps, j'ai enlevé tout parce que c'est des chirurgies de 3/4 d'heure en 1 minute et demie. Mais en fait, tu dois enlever le sang. Alors d'abord, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que sur la première, la membrane fibrobiliale, en fait, rendait impossible le lavage sous rétine. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'enlever. Et deuxièmement, quand tu laves, donc, une fois que tu as libéré ton espace sous-rétinien, quand tu le laves, en fait, le sang sort dans la cavité vitréenne. Donc tu re-rentres avec ton vitréotome. Sur le premier film, je le montre, mais en 10 secondes. J'aspire avec le vitréotome. Donc de nouveau, ma cavité vitréenne est transparente et je retourne. Donc c'est laborieux, parce qu'en fait, je relave. Mais moi, je les opère en urgence et je considère qu'il faut ne pas laisser de sang du tout sous la rétine. Et c'est pour ça que l'idée m'intéresse. Après, c'est une autre technique. C'est-à-dire que ça, c'est réservé quand même. Là, j'ai monté de la chirurgie de guerre. Donc là, Oui, on est sur le cas. Oui, tout à fait. On est sur le cas de Mounir. Et après, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on a arrêté complètement d'enlever les néovaisseaux. C'est-à-dire, est-ce que l'exérèse de néovaisseaux, ce que vous avez vu, et ce que les gens oublient, les rétinologues médicaux, c'est la taille des néovaisseaux multitraités, parce qu'ils grossissent, ils repoussent, ils grossissent, ils repoussent. À un moment, est-ce que c'est pas plus intelligent d'aller les opérer? Je ne sais pas. Peut-être Didier qui avait fait cette statistique. Écoute, moi, je pense, bon, je ne fais plus depuis 4 ans, mais je pense qu'il reste 2 indications fondamentales de l'exérèse. C'est premièrement les néovaisseaux inflammatoires. Pourquoi? Parce que vous avez les néovaisseaux inflammatoires, on les a comparés à des pains parasols. Vous avez une accroche sur l'épithèle pigmentaire qui est minuscule et un néovaisseau qui s'étale sous la rétine. Et donc, quand on fait cette exérèse de néovaisseaux, on a un défect épithélial pigmentaire qui est minuscule. Et c'est des cas où les malades récupèrent 10 dixièmes, alors que avec des injections d'anti-VEGF ou de n'importe quoi, ou bien on n'aurait pas ça. Le deuxième exemple, c'est le gros néovaisseau très épais, très fibreux, qui est proche de la macula, où vous avez la rétine qui descend en pente et qui ne se réappliquera jamais sur la macula parce que ce néovaisseau est trop gros. Et surtout s'il est en interpapillomaculaire. Là, à ce moment-là, il faut vraiment aller le chercher. Mais je tiens à répéter 3 gestes, tu en as parlé, mais peut-être un petit peu trop vite, qui sont fondamentaux parce que c'est quand même très chirurgien dépendant, cette chirurgie. La première chose que Jean-Paul vous a dit, et je répète, c'est que le premier geste, c'est de décoller le neuroépithélium de la membrane. Absolument, ça c'est crucial. Si vous touchez la membrane avec votre pic et que vous la bousculez, qu'elle se détache de la rétine, c'est fini. Vous terminez sur une chirurgie de guerre. Donc il faut absolument décoller votre neuroépithélium de la membrane, premièrement. Deuxièmement, après, décoller la membrane des plans profonds. Et pour ça, ne tirez jamais la membrane quand vous ne l'avez pas désolidarisée sur tout le tour. Faites désolidariser là par des petits mouvements centripètes. Pourquoi? Parce que si vous tirez comme ça et qu'elle n'est pas désolidarisée en bas, vous allez décoller votre épithélium pigmentaire jusque très loin. Et ça sera très embêtant. Troisièmement, tu es d'accord, hein? Troisièmement, il faut aspirer tout le sang qui est déposé sous la rétine après avoir enlevé votre membrane. Et pour ça, le contrôle des débits est incontournable. Il faut vous mettre à côté de l'ouverture rétinienne et aspirer, vous voyez les globules qui viennent un à un. Et si vous arrivez à enlever tous ces petits globules rouges, surtout pas de laser, rien. Vous laissez ça comme ça, vous ne faites pas de rétinopexie, juste une bulle d'air et c'est tout. Tu es d'accord, Jean-Paul? Oui,
C'est juste pour parler aussi pour les néo-vaisseaux chez les enfants, parce que c'est néo-vaisseaux inflammatoires, tous ces néo-vaisseaux sont des néo-vaisseaux de type 2, donc c'est un seul point d'attache, donc ça permet de les enlever facilement. Mais il ne faut pas oublier le nombre d'IVT, parce que chez les enfants qu'on a opérés dans le service pour des ablations de néo-vaisseaux, les enfants qui avaient eu plusieurs injections d'IVT, il y avait une fibrose qui était importante entre le néo-vaisseau et la rétine. Et donc c'est le risque majeur d'arracher la rétine en enlevant les néo-vaisseaux. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un risque de récurrence qu'on a observé plutôt dans les cas inflammatoires. Donc il faut bien gérer l'inflammation avant d'enlever le néo-vaisseau, parce que le risque de récidive des néo-vaisseaux est très important dans ces cas-là. Moi j'avais juste une question. C'est vrai qu'on parle de la prise en charge des hématomes strictement chirurgicales. Quelle place donneriez-vous à un déplacement pneumatique qui se fait en salle d'IVT, qui peut être rapide? Et pour en avoir vu quelques-uns, enfin peut-être une dizaine, il y a un excellent déplacement, en tout cas anatomiquement, on a de bons résultats. Et toujours une acuité qui ne remonte pas forcément, c'est le problème des hématomes. Mais quelle place donneriez-vous? Est-ce qu'il y a, vous allez être chirurgicaux plus sur certains que d'autres? Est-ce que... En fait, je permets ma réponse. Toute quête de la facilité en chirurgie, c'est qu'il faut abandonner, parce que si tu n'acceptes pas de souffrir, tu ne peux pas être chirurgien. Donc si tu veux, l'idée de tous ces trucs modernes sur on va sur ce truc, ça ne marche pas. Et après, moi j'étais à côté de Pierre Gaston qui a fait ça pendant des années, et je le connaissais bien, on a des super relations. Il a abandonné, c'est-à-dire que ça ne marchait pas. Ils n'avaient pas de récupération fonctionnelle. Donc si tu veux faire un geste vite, pas trop difficile, pas trop risqué pour que ton malade ne voit pas, c'est le film de Jacques Charleux, il avait fait 10 minutes pour voir, et puis il avait des gens qui s'étaient montés contre lui, donc après il avait fait un film, c'est 5 minutes pour ne pas voir. Tu vois. Et à un moment, ce que tu veux, c'est que tu opères ton malade qui est vieux, parce qu'en fait c'est des vieux, c'est souvent des yeux uniques, c'était le cas du deuxième, autrement je ne l'aurais pas opéré. Donc tu veux leur donner le maximum, quelle que soit ta souffrance, tu vois ce que je veux dire. Donc l'idée de déplacer la bulle de sang sans la laver, tout ça, ça ne marche pas. Ça se saurait, tu vois, parce que moi je le ferai en premier, c'est-à-dire moi aussi j'aime bien les trucs faciles. Mais si tu veux, c'est vraiment des cas emmerdants. La vraie question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on a laissé échapper complètement les IVT à des gens qui ne savent plus ce qu'ils font, et pourquoi à un moment, quand ils voient que leurs malades vont mal, parce que quand tu arrives là, si tu veux, c'est qu'il y a eu des... Toi, c'est pas arrivé, c'est comme quand tu es obèse, c'est-à-dire ça n'arrive pas tout au lendemain. Donc à un moment, ils peuvent se dire, est-ce que je ne vais pas les adresser à quelqu'un du segment postérieur pour qu'il ait une stratégie de traitement pour ses patients. Donc si tu veux, tu peux admettre que 95% des gens sont traités en IVT standard, ça marche, mais les 5% de résistants, au lieu de s'acharner avec 27 ou 30 ou 40 IVT, peut-être qu'on peut se demander si après il n'y a pas une autre stratégie derrière. La question peut-être, parce que c'est vrai que c'est aussi une injection d'activisme, c'est aussi une injection de gaz, c'est aussi une injection d'anti-VEGF. Donc en fait c'est les mêmes. Et la question du passage transrétinien, est-ce que ça pourrait justement, enfin, fonctionnellement parlant, du coup on a une meilleure fonction si on fait chirurgie versus un traitement IVT, même si on a les mêmes constituants par rapport à ce passage, ou est-ce que c'est simplement, enfin tant qu'on n'a pas lavé... Pour revenir sur le deuxième cas, je pense que l'hématome n'était pas sous-rétinien. Il était rétro-hyaloïdien. Je ne sais pas si on peut remontrer la... Enfin, bon, peu importe. Deuxième cas, l'hématome, qui était deuxième cas de sous-rétinien. Pour moi, il était sous la limitante, c'était un rétro-hyaloïdien ou rétro-limitante, et ça marche très bien au YAG, ça. Voilà. Donc, pour aller sur la limitante, tu fais un YAG à la partie inférieure, pareil, magnifique OCT péropératoire, et ça se draine en fait dans la cavité vitréenne et tu n'as pas opéré. Donc je te rejoins sur le fait que certains, et les OCT nous ont beaucoup apporté sur ça, pour savoir où est le sang. S'il est sous l'épithélium pigmentaire, par exemple, ça ne sert strictement à rien d'essayer d'aller opérer. S'il est sous la hyaloïde ou sous la limitante interne, sous la limitante interne c'est assez fréquent, surtout dans les macroanévrismes, je pense qu'il ne faut pas les opérer et qu'il faut faire du YAG en première intention.
Oui, mais remontrer l'OCT de l'hématome du deuxième cas. Sarah, c'est toi. Je suis presque persuadé qu'il était derrière la limitante. Oui, mais donc il n'y a pas forcément besoin de l'opérer en première intention. Tu peux tenter de lui faire un YAG. Non, mais ça va bien marcher l'opération. Tout à fait, c'est pas des DML. Et c'est souvent des macro-anévrismes, mais pas des DML. C'est pas les mêmes pathologies, c'est ça aussi. Non mais je te parle, là regarde, voilà, hop, reviens, hop là, reviens. Après, voilà. Ouais, celui-là, ouais. Ton hématome, il n'est pas sous-rétinien. Enfin bon, c'était juste pour débattre, pour rejoindre sur certains ne sont pas forcément. Ouais, une grande partie est rétro-hyaluronide. D'ailleurs, pour rebondir sur ce cas-là, peut-être que ce cas-là nous apprend que si jamais on est face à cette situation, après la première intervention, peut-être que ce patient-là, il aurait juste fallu le positionner en temporal. Parce que finalement, ça a saigné le patient qui a le macroanévrisme. Tu as fait une première vitrectomie, là tu as découvert le macroanévrisme, tu dis avec une petite hémorragie. C'est pas celui-là? C'est pas le même, c'est l'autre patient. Bon, alors du coup, je vais rebondir sur l'autre patient. Celui qui a le petit hématome, celui-ci, maintenant que j'ai entendu l'histoire de ton patient, si jamais je vois ça de nouveau, je le positionne en temporal. Comme ça, si l'hématome se déplace, il ne viendra pas sous la FOVA. Voilà.